Bonjour et bienvenue à l'Hebdo de la médiation. Depuis quelques semaines maintenant, vous avez vu, on a pris un concept un peu particulier. On s'est appuyé sur le dictionnaire des idées reçues de Flaubert et puis on s'est dit, on va faire la même chose, mais sur les idées reçues en médiation. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, mais que tout le monde connaît déjà, c'est gagnant-gagnant. Alors gagnant-gagnant, on va voir que de, ça vient du monde économique et du monde des affaires. On va voir comment en fait c'est passé dans la culture, quels sont les biais qui ont fait que culturellement c'est quelque chose qui paraît tellement logique que c'est évident et donc que c'est sûr et que c'est la réalité. On va voir pourquoi. Une vieille Ce histoire, qui hein. nous a mis- C'est une vieille histoire, hein. C'est vrai. C'est vrai, bonjour tout le monde. Parce que quand même, il faut dire bonjour, hein, parce que c'est comme, même si vous regardez ça le soir, eh bien, bonjour. Non, on fait comme ça? On peut le faire comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Bah ouais. Merci Jean-Louis d'être là, puisque là on va revoir et puis on va s'appuyer sur des éléments que tu avais évoqués. Et donc on va voir ce gagnant-gagnant. Pourquoi, selon nous, c'est une illusion, c'est un mythe. En médiation, ce terme, et en médiation professionnelle plus particulièrement, ce terme ne peut pas s'employer. Et je Pourquoi? l'ai Comment? enseigné en plus, hein, tu sais, Jérôme, moi j'ai enseigné le gagnant-gagnant pendant des années. Win-win, c'était facile. C'était une idée qui était bien reçue et facile à expédier aussi. Ah, les gens étaient un peu sceptiques quand même, hein, au départ, hein. Je me souviens que quand on présentait ça, alors il fallait être habile, tu sais. Et donc c'est une habileté de partir de l'idée que bah, oui, les gens sont parfois dans une adversité, hein, surtout dans les négociations, hein. Quand on négocie quelque chose, comme là, on va pas directement parler de médiation professionnelle parce que on va parler aux amateurs de la médiation là, pour l'instant, hein. Donc ceux qui pensent qu'on fait du gagnant-gagnant en médiation, non, on fait pas du gagnant-gagnant en médiation. Mais d'où ça vient cette idée-là? Eh bien, il y a des gens qui disent oui, ça vient de l'époque de Fischer et Ury. C'est très américain. En fait, il y a une tendance dans cette culture américaine de considérer qu'avant, en Amérique, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait pas d'Indiens, il y avait rien. Donc, ça, c'est tant pis pour les perdants. Et tant mieux pour les gagnants, hein. Rockefeller, je t'en passe, c'est des meilleurs. Mais non, c'est encore avant. C'est avant Fischer et Ury, avant Harvard, hein, parce que c'était pas là. On avait des lumières. Et oui, tout commence un peu, mais gagnant-gagnant, c'était encore avant, hein, et perdant-perdant aussi, hein. Donc c'est savoir comment on fait une culture d'adversité, parce que ça repose là-dessus, le gagnant-gagnant. Ça repose d'abord sur une culture d'adversité. Alors là, ça va mieux. Quand on dit ça, l'homme est un loup pour l'homme, donc on peut faut faire attention parce que dès lors qu'on va négocier avec quelqu'un, il risque d'y avoir un perdant. Donc on va faire perdant-gagnant. Alors tiens, ça fait une table de vérité. Et comme ça va paraître logique, eh bien, on va partir sur cette logique-là. C'est-à-dire, il y a un perdant, il y a un gagnant. C'est binaire, c'est cool, c'est facile à raisonner, hein. Perdant, gagnant. Et perdant, perdant, gagnant, perdant, perdant, gagnant. Et puis, bah oui, il y a gagnant, gagnant. Ça va, pof, un petit carré, on divise, on met gagnant, gagnant d'un côté et perdant, perdant de l'autre. Et puis, on fait une petite croix, paf, ça y est, on a fait une jolie table et avec les possibilités qu'il y a. On se dit, bah, ah oui, c'est logique, c'est ce qui va se passer. Et comme ça risque de se passer, que tu risques de gagner et de perdre, bah, par exemple, c'est comme une partie d'échecs. Si c'est comme une partie d'échecs, ben non, mais je peux pas faire gagnant-gagnant dans une partie d'échecs. On peut neutraliser quoi. Ah oui, bon, ouais, on fait une extrapolation. Donc on peut faire gagnant-gagnant, mais tu sais, il y a en fait dans une course sportive, ben, il y a un gagnant et puis il y a deux, ou alors c'est ex aequo, mais il n'y a pas gagnant-gagnant. Donc, il faut bien voir que c'est dans un état d'esprit particulier, le gagnant-gagnant. C'est dans des conceptions économiques, financières, business de la vie. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, quand on va négocier, on va plutôt négocier perdant-gagnant,
Bah oui, parce qu'on va se dire, bah attends, l'autre il va perdre, moi je vais gagner, ou alors on va perdre tous les deux. Alors il y a toujours une manière d'illustrer, il y a plein d'exemples, hein, c'est ça, c'est formidable. Il y a plein d'exemples, que ce soit par exemple dans la vie familiale. On peut faire gagnant-gagnant, perdant-gagnant, gagnant-perdant. Ça dépend de qui on va prendre la défense, hein. Par exemple, on va prendre la défense il y a un divorce. Moi, je prends la défense du monsieur, hein. C'est normal. Oh, je vais pas prendre la défense du sexe opposé, hein. Non, mais franchement. Donc, voilà. Alors, donc, partez pas tout de suite, les filles. Euh, donc, il y a gagnant, perdant. Alors, on négocie, tu pars avec la vaisselle et moi, je pars avec la voiture. C'est normal, c'est un truc de mec. Donc, et puis, on se répartit les choses équitablement, genre, bah, comme tu es parti avec la vaisselle, moi, je garde la maison. Non, franchement. Donc, oui, tu es perdante. Oui, c'est clair, t'es perdante. Mais c'est normal, parce que c'est moi le plus fort. Alors, voilà, on a cette représentation de la relation entre les gens où inévitablement, c'est des rapports d'enjeux et d'intérêts. La relation, c'est du business. Et en même temps, c'est une culture où il y a une certaine compétition, c'est-à-dire qu'il faut gagner sur l'autre, Oui, ce qui rajoute de l'adversité dans ces discussions-là, puisque évidemment, on veut partir avec le plus possible, qu'on en ait besoin ou pas. Par exemple, dans le cas d'une situation d'un couple qui se sépare, parfois, même au-delà des besoins réels, on veut juste prendre l'objet qui fait mal à l'autre parce qu'il avait une valeur sentimentale pour l'autre. moi je me dis qu'il faut faire la peau au gagnant-gagnant. Il faut faire la peau à cette culture, à cette idée fausse que dans les relations, ça fonctionne sur des rapports business, d'enjeux et d'intérêts. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais si, ça fonctionne comme ça. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, parce que si tu aimes, ou si tu détestes, ou si tu es indifférent, c'est ça qui fait la relation entre les gens, en fait. Selon que tu aimes, que tu détestes, ou que tu es indifférent vis-à-vis des autres. Si tu aimes ton boulot, tu vas rester tard à ton taf. Tu vas y rester. Tu vas y rester parce que tu vas aimer ça. Et tu vas même pas demander d'augmentation. Tu vas peut-être demander une augmentation quand tu trouveras que l'autre, il exagère et qu'il profite de toi. Alors là, oui. Tiens, là, c'est à ce moment-là. Et quand il y a la discussion, elle est déséquilibrée. Oui, quand tu te sens plus respecté. Oui, là, tu pourrais avoir une autre perception des choses. Mais selon que tu aimes ou que tu détestes, eh ben, la valeur des choses change. Et si tu es indifférent, ben, c'est pareil. Donc, tu vois, si tu aimes quelqu'un, ben, tu vas lui donner ta voiture et tu vas laver la vaisselle. Voilà. Et tu diras rien. Mais si tu l'aimes pas, ça sera pas pareil. Tu lui prêteras pas ta voiture et tu laveras pas sa vaisselle. Ah tiens, c'est quand même intéressant le rapport aux choses. Et donc, le gagnant-gagnant, c'est une vieille histoire, hein. Le perdant-perdant, etc., c'est parce que ça repose sur des relations d'adversité. C'est une culture d'adversité qui est très présente aux États-Unis. Donc, il ne faut pas s'étonner que c'est un concept qui nous vient des États-Unis en disant, ben voilà, tout s'achète, tout se vend, tout se négocie. Même l'amour, même l'entente, on le voit, c'est tellement exacerbé en ce moment que même le président des États-Unis il se dit, mais on va augmenter tous les tarifs, tous les prix, tout, on augmente tout. Comme ça, les gens, ils se débrouillent, mais on augmente. Parce que c'est en augmentant qu'on gagne plus d'argent. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Mais c'est ça, on est toujours en train de vouloir faire des rapports de force. Vous savez, ce qui est terrible avec cet état d'esprit, c'est de se dire que quand quelqu'un veut faire gagnant-gagnant, eh bien, c'est très bizarre, mais ça veut dire que l'absent, ben, c'est celui qui va perdre. Ah oui, parce qu'en fait, s'il y a deux gagnants, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Euh, j'ai une bonne nouvelle pour les gagnants, une mauvaise nouvelle pour les perdants. Les perdants, ils sont absents. Les gagnants,
Ils n'ont pas besoin de prendre en compte les absents. Ah, tiens, ben oui, c'est ce qui se passe quand, si on veut faire gagnant-gagnant dans une relation de papa-maman qui divorce, eh ben, les perdants, si on veut considérer qu'ils auront fait gagnant-gagnant ensemble dans leur relation, hein, eh ben, ça veut dire que ben, les enfants qui ont perdu, ben, ils ne sont pas pris en compte. Mais ça, c'est un truc qui m'a marqué quand même, hein, dans le concept. Alors tu allais même plus loin sur le fait de gagnant-gagnant et de dire finalement quand il y a deux gagnants, ça veut dire que peut-être celui qui était impliqué n'est pas dans les discussions, mais qui subit en fait Et les oui, choix de deux personnes qui ont discuté entre elles. Et tu évoquais une guerre à ce moment-là. Tu disais que ben oui, finalement, ouais, c'est la guerre quand j'ai pensé ça, qu'en fait, le gagnant-gagnant, quand j'en suis revenu, eh ben, c'est quand il y a eu la guerre en Yougoslavie. Et je me suis dit, on peut pas aller là-bas, hein, parce que c'était la mode de dire, ben, on va aller là-bas, on va aider les gens à négocier entre eux, entre les Serbes et les Croates, hein, et on va les aider à négocier gagnant-gagnant. Et je dis, mais comment c'est possible? Vous pouvez pas aller là-bas en disant que vous allez les aider à négocier gagnant-gagnant. Mais si, c'est possible. Mais non, on peut pas être gagnant-gagnant sur des cadavres. Allons. Les gens, ils ont perdu leur famille. Ils ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs cousines, leur père, leur mère, tout ce que tu veux, ou même leurs chiens. Et tu vas dire que tu vas faire gagnant-gagnant? Non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette logique-là, dans cette idéologie. C'est pas de la philosophie, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie économique. Tout se négocie, tout se deal. Hein, c'est ça. Et on va trouver la meilleure solution de rechange aussi. Non, mais franchement, c'est des absurdités qui traînent et puis qui font que ça marche pas, en fait. On voit bien que ça marche pas. Que depuis le temps qu'ils sont en train de faire du gagnant-gagnant sur la planète, on voit bien à quel point, en fait, ils font du perdant-perdant. C'est-à-dire que c'est terrible. Ceux qui s'en mettent plein les poches, on voit bien que eux, oui, ils gagnent, mais que les perdants, ben voilà, ils sont pas là et ils ce perdent que tu évoques finalement, c'est une discussion avec des rapports de force. tout le temps, tout le temps. C'est là aussi ce qui ressort de cette culture d'adversité dans laquelle eh bien, on baigne depuis des années et des années. Non pas qu'on veuille la mettre en place, mais parce que, eh bien, ça paraissait évident et puis il fallait gagner. Donc ce rapport, cette idée, cette illusion du gagnant-gagnant, en fait, elle ne fait que mettre en mots une façon de concevoir la relation à l'autre qui est celle de l'adversité. C'est une culture. C'est la culture de l'adversité. Alors on peut en sortir néanmoins, On peut en puisqu'il y a une autre... sortir. Alors, ça devient un exploit. Ça devient un exploit parce que ça veut dire que pour abandonner une telle habitude de pensée, tu évoquais la réflexion sartrienne de dire qu'est-ce que tu as vu comme c'est quoi déjà L'enfer, c'est les l'enfer, c'est autres. les autres. Ben, tu as vu la gueule de Sartre, tu comprends tout de suite pourquoi lui c'était un autre. Donc c'était terrible. C'est terrible quand même de se dire quand je me traite comme un autre, eh ben, je vois bien où est l'enfer. Jean-Paul. Alors, donc c'est vrai que c'est terrible de ne pas savoir sortir de là. Et pour pouvoir en sortir, il faut réussir à penser d'une autre manière que la manière binaire. C'est terrible de pas pouvoir se dire, mais attends, je vais changer de manière de penser en termes de bien, mal, normal, pas normal, juste, pas juste, Légal, pas équilibré, légal. légal, pas légal, équilibré, pas équilibré, équitable, pas équitable. C'est terrible parce que c'est tout le modèle de pensée dans lequel on est, mais qui en fait est un gouffre, quoi. On tombe dedans
Et puis, comme on est tombé dedans, bah, on regarde la réalité et on dit, il fait beau, il fait moche, tu vois, sauf pour les grenouilles, par exemple. Ah bah tiens, il fait pas si moche que ça. Euh, c'est vrai que ça dépend. Après, on dit, ah, mais ça dépend des points de vue, ça dépend de la manière de voir les choses, ça dépend. Mais c'est pas comme ça qu'on regarde la réalité de la vie. La vie, elle n'est pas binaire. C'est vrai que c'est cette illusion du gagnant-gagnant qui est rentré dans le monde des entreprises, dans le monde du management, au plus haut sommet de l'État. Parce que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement embarqués, enfermés dans cette représentation binaire que on a vu aux États-Unis, par exemple, qui regardent l'Iran, c'est l'empire du mal. Et puis bah, les autres, ils en ont autant à leur service. Donc, et ce qui est fou, c'est on dit, mais les États-Unis, c'est la démocratie, c'est les défenseurs de la démocratie, pardon. Mais attends, c'est un État religieux, d'abord, les États-Unis, il faut quand même pas oublier, ils jurent sur la Bible, ça c'est pas rien. Donc, ils jurent pas sur le Coran, ils jurent pas sur la Torah, ils jurent sur la Bible, ils jurent pas sur un petit bouquin de Lao Tse, par exemple, non. Ils pourraient faire l'essai, ça serait peut-être pas mal. Prends quelques pages de Confucius, et puis, non, ils jurent pas là-dessus. Non, c'est quand même pas rien d'être marqué par une culture comme ça, à ce point engagée religieusement, qui fait que on regarde les autres comme étant des adversaires. Parce que c'est ce que ça veut dire. Et de se dire, ben, nous, on est les défenseur de la démocratie. Pardon, démocratie, c'est quand même l'apartheid. Il faut regarder, regardons quand on appelle des endroits où vivaient les descendants des autochtones, des aborigènes, des réserves. Putain, moi, je suis toujours sidéré par ce vocabulaire. Et donc, non, cette culture-là, pour moi, n'est pas un modèle. Et c'est difficile d'en sortir parce que elle est très très envahissante, elle est très présente, elle est là. Et je me souviens, il y avait un petit bonhomme là qui était président de la République pendant un temps, vous savez qu'ils avaient des tics comme ça, un peu comme ça. Et il était venu et il avait un t-shirt sur lequel il y avait I love New York. Quand il était élu, il avait couru comme ça, paf, I love New York. Ça veut dire que j'implante un référentiel culturel qui est dans un monde d'adversité. C'est pas tellement le modèle de ce qu'on recherche quand on puise dans l'idée du rousseauisme qui paraît un peu naïf parfois. Je ne suis pas un chantre de Rousseau, mais quand même, c'est vrai que l'homme n'est peut-être pas fondamentalement bon, ça c'est clair, mais il est fondamentalement ignorant. Et il est dans cette erreur de confusion, souvent d'identité, d'incompréhension, de près d'intention, d'interprétation. Il fait plein d'erreurs de pensée comme ça, parce qu'on découvre je dirais, on découvre notre humanité, comme on fait une découverte de notre conscience, comme on fait une découverte tout le temps du potentiel d'amélioration qui est à notre disposition mais qu'on ne sait pas, qu'on découvre peut-être progressivement. Donc, oui, pour sortir d'une habitude de penser, c'est pas facile. Et c'est ce à quoi nous vous invitons. Nous vous invitons d'arrêter avec cette idée du gagnant-gagnant, surtout dans le monde de la médiation, où on se dit, mais dans la médiation, c'est pas possible, c'est perdant le moins possible. Quand on parle de conflit, les gens ont déjà perdu quelque chose. Donc maintenant, tu peux pas faire gagnant-gagnant là-dessus. C'est comme quand tu vas au casino. Tu vas au casino, tu joues, tu perds. Si tu regagnes ce que tu as perdu, t'as rien gagné. T'as rien gagné. Si tu perds, tu perds, tu perds, et tu dis, oh là là, je regagne. Mais non, tu regagnes pas. Tu perds moins. Ah, c'est tout. Tu perds moins. Eh ben, c'est cette pensée-là que regardez bien que la plupart du temps, dans les conflits, vous ne gagnez rien. Rien.
vous perdez le moins possible, hein. Mais parce que vous avez déjà perdu. Même les victorieux, après, le mec dit, oh, je suis un héros, j'ai gagné, etc. Oui, tu as gagné la guerre. Mais regarde ce que tu as perdu à côté. Hein, c'est pas pour rien que les gens ils disaient, après les guerres, plus jamais ça. Mais apparemment, la mémoire est courte chez ceux qui descendent après, chez les descendants. La mémoire est courte. Surtout que chez ces gens qui provoquent les guerres et qui ne les font pas, hein, qui les font faire. Hein. Vous savez, c'est terrible ça. T'envoies les autres se faire tuer, alors que c'est toi qui as décidé que des gens devaient mourir en raison de ton incompétence de décision. Hein. On peut parler à tous les dirigeants d'aujourd'hui, c'est des incompétents. Parce ils sont nommés pour la paix, pour la promotion, pour le mieux de l'humanité, et pas pour gagner. Non, pour bien vivre. C'est pas pour gagner, pour bien vivre, c'est tout. C'est... Et donc, c'est vrai que perdant le moins possible, ça nous amène sur des issues qui ne sont pas gagnants-gagnants, mais des Oui, issues. les issues, en fait, en médiation professionnelle, vous avez trois issues à un conflit. Le moins perdant possible, ça va être trois issues. Ça va être la reprise de la relation telle qu'elle était avant. Hmm. C'est-à-dire que bon, il y a eu un moment où ça a clashé, il y a eu des raisons, mais en fait, la situation première était satisfaisante, donc on peut revenir à la situation antérieure. Donc c'est la reprise de la relation telle qu'elle existait. Ça peut être l'aménagement de la relation, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des aspects qui ne fonctionnaient pas bien. Donc on va trouver des solutions pour mettre en place des modalités qui conviennent à chacun des deux. Mais on aura quand même perdu du temps déjà, du bien-être, peut-être de l'argent, peut-être d'autres aspects aussi. Et puis enfin, il y a la rupture. La rupture est une des possibilités en médiation. C'est une des solutions en altérité. Parce que là, quand on parle de rupture, la rupture, c'est pas je m'en vais en claquant la porte. C'est je m'en vais en se serrant la main et en disant, voilà, on a passé du bon moment ensemble. Aujourd'hui, notre aventure s'arrête là. Donc c'est vraiment une autre conception. Là, quand on parle de gagnant-gagnant, on voit que c'est de la culture de l'adversité. Et si on veut pouvoir sortir de cette culture de l'adversité, il faut aller sur des solutions en altérité que sont la rupture, la reprise et l'aménagement. Le RAR, c'est assez rare, me direz-vous, mais oui, c'est à ce moment-là qu'on peut sortir de la culture de l'adversité parce qu'on prend conscience, par exemple, qu'avec du gagnant-gagnant, on se retrouve à discuter en disant il y a eu des morts, on va faire du gagnant-gagnant. Alors évidemment que ça n'arrivera pas tous les jours et à toutes les personnes, mais pensez-y. Gagnant-gagnant, c'est peut-être parce que le perdant n'est pas à la table des discussions. Et en conflit, vous avez déjà perdu. Souvent, dans combien de cas on a vu, moi j'ai accompagné des négociations entre des établissements financiers et également des fournisseurs d'accès Internet. Bon, au XXe siècle. Et donc, au tout début, hein, d'Internet, et puis des accès, de tout ce que ça pouvait représenter, et puis de la téléphonie aussi. Et ben, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, oui, ils pouvaient faire gagnant-gagnant entre eux, mais tout simplement parce que les perdants n'étaient pas là autour de la table. Et c'est toujours ce que j'ai observé. C'est-à-dire, c'est possible de faire gagnant-gagnant de manière intellectuellement, on peut se le dire. Là, tu vois, je citais l'exemple quand on préparait notre discussion. Je te disais, ben, tu vois, avec mon voisin, j'ai j'ai obtenu dans la discussion que on supprime la clôture. Alors, bien sûr qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait gagnant-gagnant? Parce qu'en fait, ben, il n'y a pas besoin de l'entretenir, la clôture, maintenant. Bon, oui, ni lui ni moi. Bon, hein. Et puis, est-ce que moi j'ai gagné? Parce que c'est moi qui suis allé te demander. Est-ce que j'ai gagné? Le propos est hors sujet, hein. Quand ça va bien,
Ni je gagne, ni je perds. Je m'entends bien avec quelqu'un. Et c'est ce foutu langage économique qui est là et qui donne à la vie une dimension business à tous les coups. Tu es toujours là en train de gérer tes émotions. Alors gagnant-gagnant, hein, parce que si on gère, il faut faire business. Donc tu as une émotion, j'ai une émotion, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Et de gérer sa carrière, de gérer le parcours scolaire de ses enfants, hein, de gérer son week-end. Attends, quand même, hein, il faut quand même, tu vois, il y a plein de bien administrer. Donc on a ce langage qui est venu polluer complètement notre existence et dont on n'arrive pas à se défaire. Donc c'est ça qu'il faut que les médiateurs sachent aussi faire passer auprès des personnes. C'est un vocabulaire qui est celui de l'entente, qui est celui de la compréhension. C'est pas celui de la bienveillance, parce que bienveillance, malveillance, ah bon, encore une fois, c'est binaire ce truc-là. C'est vraiment d'autres formes où la relation est quelque chose qui est fondamental. C'est la relation qui fait la vie. C'est pas des rapports économiques. C'est pas en qualifiant comme ça d'une manière économique et gestionnaire les relations qu'on obtient quelque chose de pertinent. Il faut pouvoir prendre de la distance, il faut que les médiateurs aient cet art de la qualité de relationnel, qu'ils sachent transmettre pédagogiquement cet impératif de la qualité de la relation, sans avoir à parler de gagnant-gagnant. Arrêtez avec ce vocabulaire, parce qu'il pollue l'intégralité de notre culture. Et c'est bien plus impactant encore que ce qu'on pourra vous en dire en seulement 30 minutes. 27. Merci Jean-Louis. Oui, on est à 27 minutes, effectivement. Merci Jean-Louis. Alors j'espère que vous avez des pistes de réflexion sur finalement le gagnant-gagnant et sur la façon dont vous entrevoyez les choses autour de vous, dans la façon dont vous interprétez votre réalité. On vous donne rendez-vous évidemment au symposium qui aura lieu les 16 et 17 octobre à Paris pour pouvoir continuer cette discussion sur l'altérité, sur l'entente, sur la médiation professionnelle, puisque le vocabulaire, comme le dit Gerfo, c'est une clé de compréhension. Oui, et pour bien dire les choses, il faut utiliser les bons termes, parce qu'à partir du moment où les termes employés sont employés à mauvais escient, c'est le début de la mésentente et du conflit. Donc chaque terme est important. Merci à toutes et à toutes. Rendez-vous mercredi prochain sur médiateur.tv et rendez-vous le 16 et 17 octobre à Paris pour le symposium de la médiation professionnelle. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, Jean-Louis. À la semaine prochaine, Jérôme.